Bonsoir à toutes et à tous, bonne année, heureux de vous retrouver en direct pour un nouvel numéro de Sens Public. Vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses à répondre au rendez-vous tous les jours du lundi au jeudi à 18h et 22h. Merci de votre fidélité, on va continuer de donner du sens à l'actualité, prendre du recul aussi pour tenter de comprendre le plus finement possible les crises que nous traversons. Voici le sommaire de ce 9 janvier. Le palais présidentiel, le Congrès, la Cour suprême, ce sont les lieux du pouvoir que les bolsonaristes ont pris d'assaut hier au Brésil. Plus de 300 personnes arrêtées. Les forces de l'ordre ont repris le contrôle. Le président Lula s'est rendu sur place. Son pouvoir est-il fragile? Comment l'armée pourrait réagir? Quelle similitude avec l'assaut du Capitole à Washington il y a 2 ans? Nos experts répondront à ces questions et à d'autres dans une minute. Et puis pour notre second débat, c'est un thème volontairement décalé de l'actualité du jour que je vous propose avec cette question. La France souffre-t-elle d'une épidémie de flemme? Une étude de la Fondation Jean Jaurès l'affirmait il y a 2 mois. Repli sur soi, fatigue, perte de sens. Et si cette lassitude était le signal d'un équilibre à réinventer? C'est ce que dit Benoît Hamon. Dans l'Antiquité, on n'avait pas le même ordre de valeur. Le temps qui était le temps de l'amitié, le temps du savoir, le temps de la sagesse, le temps qui n'était pas passé à travailler pour vivre, était en valeur plus important que le temps qu'on passait à travailler. Donc il y a dans l'histoire de l'Occident, ça n'a pas toujours été le travail d'abord et le reste ensuite. Le droit à la paresse contre la valeur travail. Ne ratez pas notre débat dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, ces heures où le pouvoir du président Lula a vacillé à Brasilia avec Cécile Sixou. Des bâtiments saccagés, des œuvres d'art endommagées. Au lendemain de la prise d'assaut de plusieurs institutions par les partisans de Jair Bolsonaro, ce ministre brésilien découvre le chaos laissé dans son bureau, situé dans le palais présidentiel. Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez ça, regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. C'est révoltant. Toute l'après-midi hier, une foule de manifestants vêtus de jaune et de vert, partisans de l'ancien président, ont envahi le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel pour protester contre l'élection de Lula. Je participe à cette manifestation totalement pacifique parce que je ne suis pas d'accord avec tous les vols de Lula. On veut de nouvelles élections, des urnes propres. On ne pense pas que ce processus ait été démocratique. Il y a plusieurs indications qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu corruption. Finalement délogés par la police, après plusieurs heures, 300 personnes ont été arrêtées. Ce matin, les rues de Brasilia ont retrouvé le calme et le président Lula, de retour au palais présidentiel désormais sous contrôle, a condamné cette invasion et promis la punition des participants. Ce sont de véritables vandales qui détruisent tout sur leur passage. Nous pensons qu'il y a eu un manque de sécurité et je tiens à vous dire que tous ceux qui ont fait ça seront retrouvés et punis. Les dirigeants du monde entier ont condamné ces actions. De son côté, Emmanuel Macron assure le soutien indéfectible de la France à Lula et appelle au respect des institutions démocratiques au Brésil. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce premier débat. Hugo Paletta, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université de Lille, actuellement en délégation à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Et puis je cite votre livre, La Nouvelle Internationale fasciste, qui est publié aux éditions Textuelles. Giancarlo Souma, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, ancien chargé de communication de Lula pendant 2 de ses campagnes électorales. Et vous êtes chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Anne Dezine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, professeur des universités, juriste, auteur de ce livre Les États-Unis et la démocratie, publié aux éditions L'Harmattan. Évidemment, l'actualité. Voilà, et on va faire le parallèle avec ce qui s'est passé au Capitole. Comment ne pas le faire? Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous, heureux de vous retrouver. Question assez simple, peut-être que la réponse est complexe pour démarrer. Est-ce que c'était prévisible? Hugo Paletta, je commence avec vous. Oui, alors, pour au moins 2 raisons. Il y a toute une vague de mobilisation factieuse d'extrême droite, ou en tout cas qui sont travaillées par l'extrême droite au plan mondial. On parle du Capitole, bon, mais il y a eu également l'Allemagne en 2020, au terme d'une manifestation qui avait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes contre le port du masque obligatoire. On avait eu la tentative d'invasion du Bundestag. Et en Italie, en 2021, une manifestation anti-pass qui avait, où une partie des manifestants avaient voulu investir le palais où siège le gouvernement et qui finalement s'était rabattu sur le siège du principal syndicat italien, la CGIL, et avait tout saccagé.
Donc on est à 4 mobilisations factieuses en comptant celle de Brasilia aujourd'hui et celle du Capitole. Et l'autre raison, c'est que pour laquelle c'était absolument prévisible, et d'ailleurs je pense qu'une grande partie de la gauche brésilienne le disait depuis des semaines, sinon des mois, et sinon même d'ailleurs depuis 1 an ou 2, c'est que Bolsonaro a chauffé à blanc sa base sociale, sa base militante pendant des mois, pendant même en réalité depuis 2 ans, y compris contre le tribunal suprême. Et donc, ce qui s'est passé là est d'une certaine manière dans la continuité de ses appels à sa base militante à se mobiliser et qui avait déjà donné lieu, après l'élection de Lula fin octobre, à des barrages routiers, des rassemblements devant des casernes appelant à un coup d'État militaire, etc. Donc c'était effectivement absolument prévisible. On va y revenir. Anne Dezine, je vous voyais réagir. Il y avait des signaux quand même. On parle souvent de signaux faibles, oui. On peut le dire aussi. Non, il y avait des signaux, mais moi je vois des différences entre ce qui s'est passé en Europe, qui est plutôt anti-masque, et ce qui s'est passé au Brésil, aux États-Unis et à la limite dans d'autres pays d'Amérique latine, le Chili par exemple, qui là, c'est vraiment le mouvement populiste, le rejet des institutions, etc. Et il y a un point commun quand même dans le Brésil et les États-Unis, c'est ce message de l'élection volée qui est martelé pendant des mois, avant les élections, pendant les élections, après les résultats, etc., pour amener toute cette population à refuser les résultats des élections. Et quant à la prévisibilité, oui, on voyait bien dans les réseaux sociaux. Alors aux États-Unis, c'était dirigé par Trump qui disait « Venez le 6 janvier à Washington ». C'est un peu moins visible, mais ça je parle sous le contrôle du côté du Brésil, mais il y a ces côtés-là. Il y a des tas d'autres points communs, mais il y a une grande différence entre le Brésil et les États-Unis, c'est que du côté américain, ça a eu lieu le 6 janvier pour bloquer la certification des élections. Donc il était encore temps de faire quelque chose. C'est le jour de l'investiture. Voilà. Du côté brésilien, c'est a posteriori, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution pseudo-constitutionnelle, comme dans le cas des Américains, où Eastman avait inventé une théorie où le vice-président pouvait changer, etc. Là, en fait, ce que demandent les insurgés, moi je les appelle les insurgés, ceux qui ont pris d'assaut tous ces monuments, c'est en fait à l'armée d'intervenir. Donc ça, c'est quand même une différence importante. Ça pose beaucoup des thèmes, c'est très bien, parce que moi j'aime bien que les premières interventions posent comme ça différents thèmes du débat, notamment le rôle de l'armée, on y reviendra. Voilà. Ce comparatif avec le Capitole, on y reviendra également longuement. Mais Giancarlo Summa, est-ce que vous qui connaissez bien le Brésil, je le rappelle que vous avez accompagné Lula lors de 2 campagnes électorales, aviez-vous des retours de la gauche brésilienne, du nouveau pouvoir, de ce risque finalement, de ce danger d'une insurrection, je ne sais pas quel terme employer. Oui, comme ont dit les collègues avant moi, en fait, on attendait quelque chose. On ne savait pas exactement quoi, mais on attendait quelque chose. Je vous rappelle que ça n'a pas fait les unes des journaux, mais le 12 décembre, que c'était le jour quand Lula était nommé officiellement président après les élections, il y avait eu un épisode, pas évidemment de cette magnitude, mais il y avait un épisode aussi de terrorisme urbain, si on veut. Il y a eu ils ont pris d'assaut la base de la police fédérale à Brasilia, les mêmes gens qu'hier ont fait toute cette invasion de la place de 3 pouvoirs à Brasilia. Et donc, ça, c'était à l'époque un peu minimisé. Bon, sera quelque chose, ça va terminer. Et toute la situation, en théorie, pourrait paraître un peu contrôlée parce que le 1er janvier, Lula il a eu l'investiture, en fait populaire, avec des centaines de milliers de personnes à Brasilia. Mais cette mobilisation c'est un sujet, oui, mais en fait, cette base fasciste qu'il y a, il faut appeler les choses comme leur nom, c'est l'extrême droite radicale, sont des fascistes. Comme l'a dit hier Lula, en fait, dans son conférence de presse, ils ont été là qui organisaient quelque chose. Et là, la sensation que j'ai eue en parlant avec un peu de gens à Brasilia et au Brésil aujourd'hui, c'est que il y a eu une erreur. Ils ont sous-estimé les risques. On pensait que la situation était presque qui se résoudre toute seule. Et donc, ils n'ont pas pris des mesures plus énergiques, comme on fait faire dégager avec la force tout cet énorme campement de gens qui étaient qui campaient devant la. Donc ça, c'est la question de la responsabilité de la police de l'État à Brasilia. On va y revenir. Pas seulement ça, oui. Mais la police et de l'armée. Oui. Alors l'armée aussi. Pourquoi la Cour suprême? C'est une des questions que je me suis posée moi ce matin. C'était devenu un symbole pour les bolsonaristes, c'est ça? Parce que la Cour suprême, surtout un juge de la Cour suprême qui s'appelle Alexandre de Moraes,
Et ils ont été en fait les baluards, la ligne de défense de la démocratie brésilienne pendant toutes ces périodes, comme disait la collègue avant, où en fait les bolsonaristes ont rejeté les résultats électoraux. Et eux, enfin, pour tout, je ne vais pas expliquer comment ça marche tous les essais judiciaires là-bas. Mais ils ont validé l'élection. Ils ont tenu les élections. Ils ont tenu malgré les pressions des bolsonaristes. Et ils ont aussi fait des choses très concrètes pour arrêter des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, des financements illégaux. Enfin, ils ont eu un rôle essentiel pour défendre les institutions démocratiques. Alors, donc, sont devenus la cible. L'une des cibles, oui. On l'a compris, des insurgés. On a vu dans le sujet de Cécile Sexou en ouverture de cette émission les images du bureau saccagé du ministre brésilien des communications. Je vous propose d'écouter une autre réaction de Paulo Pimenta. Ce que nous voulons souligner, c'est que pour nous, ce qui s'est passé ici n'est pas un acte contre le pouvoir exécutif, mais c'est une attaque contre la démocratie et contre la Constitution fédérale. Il s'agissait d'une tentative de coup d'État qui n'a pas eu lieu. Hugo Paletta, est-ce que vous employez ce terme de tentative de coup d'État ? Très clairement. Tentative, c'est un échec, c'est une insurrection desperado, quoi, ou un putsch desperado, avec une extraordinaire incompétence stratégique. Parce qu'on peut, d'une certaine manière, il y a un côté pied nickelé quand même. Bien sûr, et on pourrait se dire qu'ils auraient eu plus d'intérêt à attendre éventuellement une érosion de la popularité de Lula et de prendre des contacts informels avec des secteurs de l'armée, etc. Ils n'ont pas du tout fait ça. Ils ont profité du fait que les réseaux sociaux permettent, notamment WhatsApp, Telegram au Brésil, permettent de faire circuler très rapidement des informations, des appels à mobilisation, etc., en s'imaginant peut-être que ça allait suffire à déboulonner un État qui est quand même assez, même si la démocratie est récente, la dictature militaire au Brésil est tombée au milieu des années 80, mais déboulonner un État qui est quand même assez, qui est malgré tout assez solide. On déboulonne pas un État de ce type-là avec quelques milliers d'individus. Bon, il faut des alliances avec des secteurs importants de l'État, en particulier dans l'armée. Alors ils espéraient que peut-être spontanément des secteurs de l'armée allaient se placer de leur côté. C'est un peu ce qui s'est passé à un niveau, je pense, individuel, puisqu'on a vu des policiers, des membres des forces de sécurité prendre des selfies avec des bolsonaristes, et un peu comme on a vu au Capitole, une certaine complaisance, une forte complaisance même, qui contraste d'ailleurs avec la force avec la violence des forces de sécurité, par exemple aux États-Unis face à des mobilisations antiracistes quelques mois auparavant. Bon, une complaisance vis-à-vis des Trumpistes dans l'attaque du Capitole, et là des bolsonaristes. Donc il y a malgré tout des questions aussi à se poser de ce côté-là. Et dans le cadre de Bolsonaro, contrairement à Trump, il avait une alliance avec des secteurs de l'armée. Il y avait beaucoup de militaires dans son gouvernement. Donc je pense que sa base, effectivement, et notamment toute sa base que Bolsonaro avait mobilisée, hystérisée pendant des mois, s'est dit que peut-être l'armée allait y aller, quoi, et allait prendre le pouvoir. Voilà. Et ce qui me semble quand même frappant dans ces deux cas, c'est la jonction entre des groupes sans doute très clairement fascistes. Dans le cas du Capitole, c'était les Proud Boys, les 3%ers, des groupes, des mouvements suprémacistes, etc. Et des gens pas militants, parfois tout à fait ordinaires, de la classe moyenne, plutôt des électeurs de la droite traditionnelle. Mais quoi, voilà. Mais nourris, baignés dans le complotisme d'une certaine façon, en partie, qui sont infusés à ce discours, l'élection a été volée, etc. Bien sûr, animés par une forme de paranoïa raciale ou civilisationnelle, notamment dans le cas états-unien, ou effectivement des théories conspirationnistes autour du Covid, de la pandémie, etc. Mais Anne Dezine, si on remonte au 6 janvier 2021, donc il y a quasiment jour pour jour 2 ans, il y avait aussi cette impression que ces hommes, principalement ces femmes qui investissaient le Capitole, n'étaient pas vraiment là pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire, à partir du moment où ils sont à l'intérieur, ils se filment. Enfin, ça faisait un peu l'insurrection réseaux sociaux. Je suis presque volontairement caricatural, mais pas seulement. Il y avait quand même cette dimension. C'est des coups d'État, mais qui ne sont pas vraiment faits pour prendre le pouvoir. Alors, ils sont venus, ils ont écouté le président, ça leur faisait plaisir, ils manifestaient, ils se faisaient plaisir. Certains se sentaient des patriotes, des défenseurs de la liberté. Ils ont le sentiment qu'ils jouaient le même rôle qu'en 1776 avec la déclaration d'indépendance. Et ce qui était très intéressant, c'est que sur tous ceux qui ont été arrêtés, alors ça, ce sont les plus violents et qui sont passés en justice. Alors, lorsqu'il y a eu un plaidé coupable, on n'a pas trop d'informations. Mais ceux pour lesquels il y a eu jugement, qui ont déjà été jugés, il y a eu des peines de prison assez conséquentes. Et c'est intéressant, les premières pages du rapport de la commission du 6 janvier, c'est une série de citations de ces gens-là qui disaient « j'ai eu tort ».
j'ai écouté le président, j'ai cru que je défendais la liberté, j'ai cru que je défendais les institutions, et je me suis trompée. Et ces gens-là, ils héritent de plusieurs années de prison. Ouais. Mathieu ? Au-delà du folklore, il y en avait quand même qui étaient plus déterminés. Ils traquaient par exemple Nancy Pelosi, dans mon souvenir. Oui, non, mais bien sûr, certains étaient vraiment acharnés. Et puis quand même, Hank McPence pendait le vice-président, qui était de leur parti. Mais ça, c'était dû aussi à l'appel à la violence. Mike Pence. Voilà, pendait, et il y avait un gilet à l'extérieur du Capitole. Donc, ils étaient violents, mais c'était pas tous. Il y avait ceux qui sont venus et puis qui ont été un peu débordés, mais qui ont été contents de tout casser. Et ce qui prouve qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est qu'ils se prenaient en photo, en selfie, ce qui a permis au FBI et au département de la justice de les retrouver et de les poursuivre. Ouais. Et puis il y a ceux comme les housekeepers, les 3%, qui eux ont échangé sur des messageries confidentielles, qui ont apporté des armes, non pas à DC parce que c'est interdit, mais en Virginie tout à côté, et qui n'attendaient qu'un petit signal supplémentaire de Trump pour venir avec leurs armes et là, passer à autre chose, s'il avait invoqué la loi sur l'insurrection. Alors, on va aller un peu plus loin grâce à Steve Jourdain, qui justement a préparé... Est-ce que Steve est juste là ? Oui, bonsoir Steve, bienvenue. Je vous ai surpris, c'était prévu un tout petit peu plus tard, mais c'est pas grave, tout va bien, on s'arrange. Donc, effectivement, on vous a demandé de revenir sur ces événements du Capitole avec la question de l'action de la justice aux États-Unis. Est-ce que justice a été rendue ? On en est où ? Ce qu'il faut savoir, c'est que justice est rendue de manière quasi quotidienne aux États-Unis pour ces événements du Capitole. La preuve en chiffres, Thomas, au moment où on parle, près de 1000 personnes ont été poursuivies pour leur participation aux événements du 6 janvier 2021. 938 citoyens américains ont été accusés pour leur participation à la tentative de coup d'État. Il y a un peu de tout, des personnes qui sont entrées dans le Capitole sans commettre de violence. Il y a aussi les plus excités, les plus extrémistes, ceux qui s'étaient organisés précisément pour empêcher le transfert de pouvoir à Joe Biden. Ceux-là sont poursuivis pour sédition. Parmi les accusés, 532 ont été reconnus coupables de crimes par la justice. 368 ont effectivement été condamnés et environ 200 ont reçu une peine de prison allant de 7 jours à 10 ans. Pour certains condamnés, les juges ont prononcé des peines un peu plus clémentes comme des assignations à résidence ou des heures de travail d'intérêt général. Précisons qu'il y a aujourd'hui encore des centaines de personnes dans la nature. Elles sont toujours recherchées par les autorités américaines. Et alors qu'on entre dans l'année 2023, 140 personnes ont d'ores et déjà reçu leur convocation pour venir s'expliquer devant la justice. Ils le feront dans les semaines qui viennent. Et Donald Trump, évidemment, on se pose aussi cette question. Et Donald Trump, dans cette histoire, il doit être poursuivi comme un criminel. C'est la conclusion d'une enquête parlementaire qui a mobilisé pendant 18 mois des élus de la Chambre des représentants, dont la républicaine Liz Cheney. Un certain nombre de proches collaborateurs de Donald Trump ont d'ailleurs témoigné contre lui. Désormais, le dossier est entre les mains de la justice qui va devoir décider si les poursuites seront ou non engagées contre l'ancien président. Lui, de son côté, comme à son habitude, est très offensif envers ses accusateurs. Écoutez-le. C'est juste une chasse aux sorcières sans raison. Enfin, disons pour des raisons politiques. Il ne devrait même pas y avoir d'enquête. Et s'il y en a une, alors pourquoi ils ne l'ont pas faite auprès de tous les autres présidents qui m'ont précédé ? Par exemple, Hillary Clinton, les Bush et Barack Obama. Potentiellement, Donald Trump pourrait être poursuivi à plusieurs titres. Obstruction d'une procédure officielle, conspiration contre les États-Unis, conspiration en vue de produire de fausses déclarations, ou encore incitation ou aide à une insurrection. Voici les 4 chefs d'accusation préconisés par la commission d'enquête parlementaire. Affaire à suivre. Évidemment. Merci Steve Jourdain. J'allais vous redonner la parole. Je veux bien compléter, parce qu'en fait, la vraie question dans tout ça, c'est l'impunité. Oui. Parce que pour le moment... C'est la démocratie à l'œuvre, quoi. On poursuit les lampistes. Oui. Alors évidemment, ils ont saccagé le Capitole. Mais pourquoi? Les vrais responsables, c'est Trump, c'est le juriste Eastman, qui a été mentionné par la commission du 6. Lui aussi devrait faire l'objet d'inculpation. Mais c'est Steve Bannon, c'est le chef de cabinet, Mark Meadows, etc. Et puis ce sont les élus à la Chambre qui, juste avant... devant la Maison-Blanche, les inciter à monter sur le Capitole, ceux qui ont refusé de certifier l'élection après l'assaut contre le Capitole, alors qu'ils avaient bien vu ce qui se passait, et certains qui vont faire partie de la nouvelle majorité, des petits camarades du nouveau speaker, sont profondément impliqués dans tout ça. Donc à partir du moment où il y a la contagion du mauvais exemple, où il y a cette espèce de Trump a donné le mode d'emploi, et tout le monde se met, alors là c'est d'abord le Brésil, mais il y aura d'autres, met en musique le mode d'emploi de Trump, il est absolument essentiel qu'il
qu'on mette fin à cette impunité, parce que sinon, la barre va devenir très haute. Tous les élus vont se dire « Ah ben, je peux faire ceci, il ne se passe rien ». Donc, c'est très important qu'il y ait un certain nombre de ces lampistes qui soient condamnés, et certains ont eu le choc de leur vie quand ils croyaient faire pas grand-chose et qu'ils ont hérité de 5, 6, 7 ans, et donc il y en a 2 qui auraient presque 10 ans de prison. Mais ce sont les proches de Trump, et Trump, alors ça, je ne sais pas si c'est faisable, mais avec les risques que sont en train de peser le ministre de la Justice et le procureur spécial, est-ce que ça va être le pays à feu et à sang si on inculpe Donald Trump? Mais déjà, si on pouvait, moi personnellement, si déjà on pouvait inculper tous les élus du Congrès qui ont propagé le mensonge et qui ont incité à la violence le 6, déjà, je trouve que ça ferait du progrès. Alors, sur la question des sanctions, justement, je vous propose d'écouter tout de suite ce que disait le président Lula quand il est arrivé sur les lieux de cette insurrection. Il faut que ces personnes soient punies de manière exemplaire, que ces personnes soient punies de manière à ce que plus personne n'ose, avec le drapeau national sur le dos ou en portant le t-shirt de l'équipe brésilienne, prétendre être nationaliste, prétendre être brésilien. Faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, cela ne s'était jamais produit auparavant. Giancarlo Suma, vous qui connaissez bien Lula, c'est plutôt quelqu'un de calme habituellement. C'est quel type de caractère? Lula est en général très calme, très sympa, très relaxé, etc. Ouais. Et hier, je l'ai vu enragé comme je n'avais jamais vu. Il est enragé, mais il est préoccupé. Évidemment, ce n'est pas lui de la façon d'être comme ça. En général, il est très sympa comme façon d'être. Il est un conciliateur. Mais dans ce cas-là, c'est clair que Lula aussi, que c'est un conciliateur, a compris, ils savent qu'il ne pourra pas concilier la question de l'impunité, la question de la punition de ce qui s'est arrivé, c'est crucial. Au Brésil, c'est pratiquement le seul pays de l'Amérique du Sud où il y a eu des dictatures militaires partout, mais le seul pays où il n'y a jamais eu de punition pour les militaires qui ont... Elle est coupable aussi des disparitions, des centaines d'assassinats, des milliers de torturés, etc. Donc il y a quoi? Il y a peut-être ce sentiment d'impunité qui est un peu présent, rémanent dans l'esprit de certains, c'est ça? Et ça, c'était l'histoire du Brésil. Et en fait, avant de ce qui s'est passé hier, il y avait une discussion quoi faire avec Bolsonaro. Bolsonaro est parti. En fait, il s'est réfugié. Oui, il s'est réfugié aux États-Unis. En Floride, oui. Et aussi parce qu'il a des problèmes judiciaires. Il n'est plus aussi élu, donc il sera jugé par la justice commune. Et il a plusieurs casseroles, problèmes. Mais ça, c'est encore plus grave du passé. Et donc, il avait une certaine articulation souterraine pour dire, bon, il ne faut pas les mettre en prison parce que ça pourrait créer une situation. Mais ça, c'est fini. Maintenant, comme a dit Lula hier, les ministres de la Justice ils vont poursuivre Bolsonaro et les siens parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment trop. Et en fait, ils ont déjà arrêté, ils sont plus de 300, ils sont déjà arrivés à 1200 ans. Et donc, qui sont maintenant en garde à vue, et après, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais la question de l'impunité, c'est-à-dire faire justice pour ce qui s'est passé pour hier, mais comme dans le cas des États-Unis, qui a financé tout ça? Parce qu'on parle des milliers de personnes qui sont restées pendant des semaines et des semaines dans des campements, on fait rien que demander l'intervention militaire. Qui a payé pour ça? Bon. Ils étaient réunis à Brasilia. Pas seulement à Brasilia. À Brasilia, des milliers de personnes en face du command central de l'armée. Mais aussi dans plusieurs capitales du pays. Et donc, pendant des semaines, des milliers de personnes. Donc, quelqu'un a payé, quelqu'un a financé. Il a surtout des businessmen, en fait, du monde des affaires, de l'agrobusiness, surtout de la région du centre-ouest du Brésil, qui est très puissant du point de vue économique. Et c'est une région aussi où Bolsonaro a eu plus de 70% de voix. Et comme ils n'ont pas accepté la défaite électorale, ils ont décidé, il faut faire autre chose. Et en fait, comme on dit avant les collègues, ils ne sont pas réussi à gagner de façon démocratique. Donc l'idée, c'est renverser le gouvernement à travers de l'intervention militaire. Les militaires, jusque-là, ils n'ont rien fait, ni de façon positive, ni de façon négative. Ils n'ont rien fait.
Hugo Paletta, si on revient, on vient d'écouter Lula, le pouvoir de Lula, est-ce qu'il est forcément fragilisé par ce coup d'État ou peut-être au contraire renforcé, puisque c'est un échec ? Je dirais que tout dépendra de sa politique dans les mois et années à venir. C'est-à-dire s'il arrive alors qu'il a une coalition très hétérogène politiquement, donc ça va être compliqué. S'il arrive à véritablement changer les choses pour le mieux pour une majorité du peuple brésilien, il peut avoir quelque chose une majorité assez solide, une majorité sociale, je veux dire, pas simplement parlementaire. Si, comme on peut le craindre, il est bloqué dans ses initiatives pour améliorer les choses, notamment socialement, parce qu'il y a un énorme problème de pauvreté au Brésil actuellement, avec beaucoup de gens qui ont faim. Bon, voilà, c'est ça la réalité. Et donc, s'il n'y parvient pas, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'est pas libéré du bolsonarisme, même y compris sans Bolsonaro, de la même manière qu'on n'est pas libéré du trumpisme, même éventuellement sans Trump. Ce sont des personnages qui ont construit une base sociale et une base capable de se mobiliser, et elle l'a montré, à une échelle qui pour l'instant reste trop petite pour véritablement gagner sur un coup d'État. Il aurait fallu des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes mobilisées plutôt que quelques milliers. Mais disons que c'est pas le chant du cygne pour moi. En tout cas, mon hypothèse personnellement, c'est que c'est pas le chant du cygne, c'est plutôt malheureusement peut-être une répétition générale. Et là, si vous voulez, les cas historiques, il y en a pléthore dans l'entre-deux-guerres. Le 6 février 34 en France, le putsch de la brasserie en Allemagne en 23, qui était folklorique. D'une certaine manière, la marche sur Rome était ratée. C'était d'un point de vue militaire, c'était complètement raté. Et si ça a gagné, c'est parce que Mussolini avait des alliances, avait réussi à bâtir des alliances qui l'ont rendu, disons, incontournable, et le roi l'a appelé à former un gouvernement. Bon, ce que je veux dire, c'est que dans les années à venir, toute cette mouvance qui se coagule, qui se cristallise, cette mouvance fasciste ou néo-fasciste, si on veut, elle ne va pas disparaître de la scène. La crise sociale est là, le capitalisme est clairement en paralysie, dans l'impasse, la démocratie est faible dans bien des pays, la gauche est très faible, ne parvient pas à apparaître comme une alternative réelle dans la situation. Donc ces mouvances vont continuer à prospérer d'une certaine manière, aussi bien d'un point de vue électoral, institutionnel, mais aussi dans la rue. Et c'est à quel point ces courants maintenant prennent des initiatives beaucoup plus audacieuses. Ils vont à l'assaut des lieux de pouvoir. On n'aurait pas imaginé ça il y a 10, 15 ou 20 ans. C'est assez inimaginable. Et c'est pour ça que j'ai cité les 4 pays. Et pas des petits pays, des pays du centre du capitalisme mondial. États-Unis, Brésil, France, Italie. Pas France, Allemagne, excusez-moi. Ouais. Je voudrais revenir sur le rôle de la police et le rôle de l'armée. On va ouvrir ce chapitre dans ce débat. Giancarlo Souma, est-ce que la police a été d'une certaine façon complice hier à Brasilia? L'armée aussi. Le Brésil est un pays fédéral. La police dans chaque État dépend du gouverneur. Brasilia, c'est le district fédéral, mais aussi il y a un gouverneur élu qui en fait a été suspendu de son mandat pendant 3 mois ce matin pour les mêmes juges de la Cour suprême que c'est la bête noire des bolsonaristes. Donc ça veut dire, pour bien comprendre, le pouvoir local à Brasilia contrôle la police. Oui, d'accord, et le gouverneur était bolsonariste. Ah oui. C'est bien ça, on est bien d'accord. Le secrétaire de sécurité, donc celui qui contrôle directement la police du district fédéral, a été ministre de Bolsonaro. Ça a été un ministre de la Justice, je crois, de Bolsonaro, c'est ça? Non, peut-être que je me trompe, mais je dis ça de mémoire. Non, vous avez bien rappelé. Ouais. Et donc, lui, hier même, a été viré. Ouais. Maintenant, il a un mandat d'arrêt contre lui. Mais donc, la police n'a rien fait pour empêcher tout ça qui s'est passé. Et c'est intéressant parce que, si vous connaissez Brasilia, ces manifestants, ces vandales, ils ont marché pendant 8 kilomètres de leur campement au commande de l'armée jusqu'à la place de Trois Pouvoirs. 8 kilomètres, il a pris presque 2 heures pour le faire. Il y avait le temps d'intervenir. La police a regardé, sympa, rien fait. Mais donc ça, d'un côté, la police. Ça s'appelle police militaire, toute l'histoire. Et après, l'armée. Alors, l'armée, je vais vous donner la parole. Vous allez pouvoir continuer la démonstration, mais je vous propose un autre témoignage, celui d'un journaliste, ancien correspondant en Amérique latine, qui était chez nos confrères de France 24 et qui, justement, analyse le rôle de l'armée, peut-être les tentatives des bolsonaristes pour créer encore plus de liens avec l'armée. On l'écoute. Beaucoup ont estimé que les 48 heures de silence de Jair Bolsonaro, après sa défaite à l'élection présidentielle, ont été un temps où il
il a tenté de négocier, il a tenté de sonder la volonté des militaires de le suivre ou non dans une démarche de coup. Et visiblement, il a reçu une fin de non-recevoir des militaires, plus soucieux de préserver les acquis qu'ils ont obtenus pendant la présidence de Jair Bolsonaro, plutôt que de s'exposer dans une tentative de coup qui n'aurait été tolérée certainement pas au Brésil et certainement pas ailleurs, aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays. Donc, si peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais ça veut dire qu'on a une armée brésilienne, en tout cas, on ne va pas faire d'amalgame, mais une partie de l'armée brésilienne qui est bolsonariste et qui est quoi, dans une situation un peu d'attente, qui attend de voir? Est-ce que vous diriez ça? Il faut dire sur la même chose que c'est très intéressant. Hier, les vandales, ils ont envahi les palais présidentiels. C'est comme si ici était en train de rentrer à l'Élysée et casser tout. Bon, il a 2 unités d'élite de l'armée de terre, de l'armée, qui sont chargées que de la défense du palais présidentiel. Ils n'ont rien fait, ils sont disparus. Et ça, donc l'armée, il y a une chaîne de commande. C'est pas que un sergent a décidé, bouffe, maintenant je pars à la campagne. Non. Donc il y a eu sans doute quelqu'un a donné l'ordre de rien faire, pas défendre les palais présidentiels. Du point de vue. Et là, c'est l'armée du Brésil, c'est pas l'armée de l'État brésilien, on est bien d'accord. Hein. Et donc je pense que les collègues, les confrères, je suis ancien journaliste moi-même, il a raison, parce que Lula a nommé comme ministre de la Défense, donc en théorie le chef des forces armées, et un politicien, plutôt un vieux routard de la politique, en fait, un copain de tous, très copain de Bolsonaro, mais aussi de Lula, etc., qui s'appelle José Mucio, et qu'il il est un copain des militaires. Les militaires étaient d'accord pour avoir lui comme ministre de la Défense. Et qu'est-ce qui se passe? Il avait plus de 8000 militaires dans le gouvernement de Bolsonaro. Il a nommé des militaires partout dans le gouvernement. C'était un gouvernement militaire. Alors, dans l'administration, pas dans le gouvernement? Non, dans les ministères. D'accord, dans les différents ministères. Dans les différents ministères. Mais aussi entre les ministres. Plusieurs des ministres étaient des militaires. Et donc, nommés démocratiquement, si vous voulez, c'est pas un coup d'État. Mais je veux dire, il n'y avait jamais eu autant de militaires dans l'administration brésilienne pendant la dictature militaire. Et ils n'ont pas été virés par le nouveau gouvernement. Pas encore. D'accord. Donc, je pense que oui, ils ont essayé de faire un accord et l'accord n'a pas vraiment marché. Mais alors, Hugo Paletta, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure. Pourquoi cette tentative de coup d'État alors qu'il n'y a pas de soutien des militaires? C'était voué à l'échec d'une certaine façon. Oui, je pense que en fait, ces mouvements-là, trumpistes, bolsonaristes et d'autres dans le monde, sont dans une phase de développement, sont dans une phase, j'aurais tendance à dire, infantile. Et donc, dans cette phase infantile, ils font preuve d'une incompétence stratégique à peu près totale. Mais là encore, je voudrais y revenir. Ça ne veut pas dire qu'on est... voilà. Oui, vous dites que ce n'est pas le champ du cygne. C'est peut-être sans doute pas l'amorce de On est peut-être face à un mouvement qui va grandir et surtout qui va devenir sans doute plus habile dans sa capacité à nouer des alliances, à choisir le bon moment pour attaquer. Parce qu'en fait, là, c'est dans les termes du grand penseur italien Antonio Gramsci, c'est un peu l'articulation problématique entre la guerre de position dans les institutions, faire rentrer des militaires dans les ministères, etc., et puis la guerre de mouvement. Et là, d'une certaine manière, le moment où ils ont enclenché la guerre de mouvement, leur force n'était pas prête, leur soutien n'était pas là, donc c'était un mauvais moment. C'est clairement une mauvaise stratégie en termes militaires, en quelque sorte. Alors, Anne Dezille voulait intervenir et je vous redonne la parole juste après. Allez-y. Oui, en fait, ce qui m'a frappé là quand j'ai entendu ce qui se passait au Brésil, c'est quand même le fait qu'aux États-Unis, pendant 3 heures, il ne s'est rien passé. On a laissé tout le monde tout détruire. Et au Brésil, c'est 4 heures. Ouais. Donc, quand il se passe ça, ça veut dire qu'il y a des complicités et que les forces de police, les différentes, aux États-Unis, c'est la police du Capitole, la police de la capitale, DC, etc. Et on a vu ensuite qu'ils étaient noyautés. Il y a parmi les éléments de ces polices beaucoup d'extrême droite, beaucoup de gens qui appartiennent à ces groupes violents, aux skippers, etc. Et puis pas mal de suprémacistes blancs. Et donc ça, c'est ce que, pardon de vous interrompre, c'est ce que l'enquête, 2 ans d'enquête, on a ce recul aux États-Unis, permet de dire aujourd'hui. Mais tout de suite, on s'est rendu compte aussi du 2 poids, 2 mesures que vous avez bien souligné. Lorsqu'il s'agissait de combattre les manifestations parfois un petit peu violentes des Black Lives Matter, là, ils tapaient sans retenue.
Mais là, c'était des petits camarades, ils cassaient le Capitole, on les laissait faire. Alors, c'est sûr que ça n'empêche pas que des membres de la police du Capitole ont été blessés, certains sont morts, donc c'est pas tout le monde. Mais le mot que j'emploierais, c'est noyautage. Il y a un noyautage des forces de police et des forces militaires, et ça, on ne sait pas ce que ça va donner à moyen terme. Gianluca Suma. Dans les commandes de l'armée, les trois armées sont très différentes entre eux, c'est un débat compliqué, mais l'armée de terre, donc la plus puissante du point de vue du nombre d'hommes et de femmes aussi. Et là, ils ont 17 généraux de 4 étoiles, je dirais que 14 entre eux sont des bolsonaristes. Je les connais pas mal entre eux personnellement pour les raisons professionnelles du passé. Et donc, ils sont favorables à Bolsonaro. Mais entre être favorable à Bolsonaro, avoir voté pour Bolsonaro, aussi fermé un œil sur certaines choses, et parti pour un coup d'État, il y a une différence. Et c'était très, très important hier, qu'est-ce qui s'est passé en termes de diplomatie internationale. Vous avez montré les tweets que le président Macron a fait, mais toute la diplomatie globale est intervenue très vite, encore plus vite en fait que la réaction des autorités brésiliennes. Et le président Biden, mais tous les présidents latino-américains, aussi des gouvernements d'extrême droite comme Giorgia Meloni en Italie, la première ministre italienne, qui sont en fait des copains anciens de Bolsonaro, mais entre être copains politiquement et Madame Le Pen, ici en France, entre être copains idéologiquement et dire ok, c'est bien faire ça que vous avez fait, il y a une différence. Et comme il n'y a pas de soutien international possible, et ça c'est quelque chose que la Maison Blanche a dit depuis le début, il faut faire arriver tous les messages aux militaires brésiliens, il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura aucun soutien, et si vous le faites, il y aura des conséquences. Donc ça c'est un langage que les militaires en général, mais les militaires en Amérique latine et au Brésil, ils ont compris très bien. C'est ça, je pense, qui a sauvé hier de la possibilité que quelque chose commençait un peu de façon bizarre pourrait se transformer dans un coup d'État avec des temps dans les rues brésiliennes. Une telle attaque est-elle possible en France? On va essayer de répondre à cette question avec vous, Mathieu. Mais d'abord, je vous propose d'entendre ce que disait ce matin sur France Inter Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, à l'Assemblée. Moi, je ne crois pas qu'on soit par principe à l'abri. Il n'y a pas un microclimat, j'allais dire, qui protège l'Union européenne ou qui protège donc la France par rapport aux tentatives populistes. Et encore une fois, on a au départ des partis qui étaient arrivés de manière démocratique au pouvoir. La question, c'est qu'à partir du moment où l'extrême droite arrive au pouvoir, quand elle doit le quitter parce qu'elle est battue, elle refuse de le quitter avec des mouvements qui ont été fomentés vraisemblablement par Bolsonaro, par ses partisans. Ce ne sont pas des mouvements spontanés qui aujourd'hui se sont exprimés au Brésil. Mathieu, de tels débordements sont-ils possibles en France? Il faut rester prudent, bien sûr. Mais jusqu'à présent, il faut le dire aussi, le débat politique a beau être hyper antagonisé depuis quelque temps, ça n'a jamais débouché sur ce genre de contestation électorale par la force. Alors, on a parlé du 6 février 1934, qui était... Ça remonte quand même à longtemps. Les violences à Brasilia, d'ailleurs, elles ont été condamnées par l'ensemble de la classe politique française, de Jordan Bardella pour le Rassemblement national à Manuel Bompard pour les Insoumis. Lors des 2 derniers scrutins présidentiels, toutefois, ce scénario a quand même été envisagé. En 2017, on était dans un contexte qui était encore très marqué par les attentats terroristes, y compris 3 jours avant le premier tour. Eh bien, une note des renseignements généraux faisait le point sur les risques d'attentats, bien sûr, mais aussi, elle détaillait les possibles débordements en cas de qualification pour le second tour de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Dans ce cas, des manifestations sont envisagées avec une quasi-certitude, écrivaient les enquêteurs. Des mouvements d'extrême gauche plus ou moins implantés chercheront sans nul doute à organiser des manifestations dont certaines pourraient entraîner des troubles sérieux, ajoutaient les fonctionnaires d'IRG. En 2022, dans un contexte qui était cette fois-ci marqué par la montée du complotisme, on sortait quand même de 2 années de Covid avec tout ce qu'on a pu connaître, cette fois-ci les policiers se sont intéressés à des posts relayés sur les réseaux sociaux, dénonçant un système, au départ c'était cette dénonciation d'un système de manipulation de vote par Emmanuel Macron, McKinsey, le soutien d'une entreprise américaine. Bref, n'importe quoi. Mais ce qui inquiétait les enquêteurs, ce sont surtout les appels à ne pas se laisser voler l'élection. Parce que ce slogan-là, ne pas se laisser voler l'élection, c'est vraiment quelque chose qui commence à préparer les esprits pour des coups par la suite. En gros, les enquêteurs redoutaient le passage de la défiance qui marquait l'élection, défiance par rapport à la parole publique, défiance par rapport au sondage, défiance par rapport aux résultats, à la violence comme au Capitole. Et alors, c'est pas arrivé? Non, heureusement oui. Mais la crainte,
elle reste là parce qu'en France, il faut le dire aussi, la situation a changé depuis 5 ans. Vous en disiez un mot pour l'Europe. En France, il y a quand même des choses qui ont changé. Avant, les lieux de pouvoir, ils étaient pris pour cible pour défendre une cause. Les agriculteurs, ils allaient déposer du lisier ou déverser du lait devant les préfectures pour protester contre la politique agricole commune. En 2018, on a eu un incendie de la préfecture du Puy-en-Velay. Je ne parle pas du saccage de la Gare de Triomphe, durant le mouvement des Gilets jaunes. Et puis on a eu des appels à destituer Emmanuel Macron. Tout ça, ça a inquiété les forces de l'ordre, car là, c'était les symboles du pouvoir en tant que tel qui étaient mis en cause, avec des gens qui voulaient le renversement, qui voulaient la destitution. L'un des initiateurs du mouvement, Éric Drouet, qui appelait à rentrer dans l'Élysée lors de l'acte 4 des Gilets jaunes, a d'ailleurs fait l'objet d'une enquête à l'époque pour provocation à la commission d'un crime ou d'un délit et organisation d'une manifestation illicite. Il a été par la suite relaxé en appel. On rappelle qu'en France, une insurrection, c'est défini dans le code pénal, c'est constitue un mouvement insurrectionnel, toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Et le fait de diriger un mouvement insurrectionnel, c'est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 € d'amende. Donc on ne voit pas ça en France, mais quand même pensons au ferment. Je pense juste à quelque chose et je termine là-dessus. Ouais. Quand vous voyez les sondages qui montent avec des Français qui demandent de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux à demander des régimes autoritaires. Quand vous voyez au lendemain d'une élection des gens qui délégitiment l'élection du président élu en disant il a été mal élu, c'est pas un vrai président. 5 minutes quand après voyez, les résultats, en l'occurrence. Pour certains, selon les bords. Quand vous voyez tout le complotisme, toutes les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, évidemment, ce ne sont pas des événements, mais ça peut constituer des ferments. Hugo Paletta, votre réaction là-dessus, vous l'avez déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a, Mathieu vient de les citer, 2 exemples d'élections présidentielles où Marine Le Pen a été battue au second tour. Il n'y a pas eu de mouvement insurrectionnel ou de remise en cause violente, je dis bien violente, du résultat de l'élection. Oui, à ce stade, les mouvances de l'extrême droite violente de rue sont relativement faibles si on compare la France à l'Allemagne, par exemple, où c'est plutôt x10. D'après les chiffres des services de renseignement, plutôt 3 000 en France et 30 000 en Allemagne. Mais je tiens à souligner le fait qu'il y a de plus en plus d'attentats d'extrême droite qui sont fomentés, qui sont déjoués par les services de police, 10 depuis 2017. Et donc, moi, ce que je crains le plus, c'est pas tant, enfin, ça peut arriver, des manifestations du type Brasilia ou Capitole, etc., que des actes d'individus qui paraissent isolés, qui souvent ne le sont pas. N'oublions pas que Breivik, par exemple, avait été membre pendant 7 ans de la principale organisation d'extrême droite norvégienne avant de commettre ces crimes, plusieurs dizaines de meurtres de jeunes militants socialistes de gauche. Donc, ce qu'on appelle parfois des loups solitaires, en se méprenant sur le fait que les loups solitaires seraient simplement des individus qui tombent du ciel, qui se sont auto-intoxiqués sur Internet. Ce sont souvent des gens qui ont été travaillés, y compris qui ont été parfois membres d'organisations, mais qui font partie d'un milieu plus large, milieu idéologique, parfois milieu organisé avec des organisations derrière. Et je crois que à la fois en France, mais au niveau européen et au niveau mondial, on a aussi ce phénomène-là aux États-Unis qui cohabite en fait avec le développement de mouvances d'extrême droite et de mobilisation factieuse, des actes terroristes en fait d'extrême droite, comme on l'a vu par ailleurs rue d'Anguin il y a très peu de temps à Paris, en plein Paris. Anne-Dezine, vous voulez intervenir ? Moi, j'ai le sentiment, alors soit nous sommes en retard, soit le système français est mieux protégé. D'abord, à la différence des États-Unis, pour le moment, il n'y a pas de mouvement large qui explique que nos élections sont frauduleuses. Alors, c'est peut-être dû au mode de scrutin. Finalement, on met son papier, on peut tous aller observer, aller compter les bulletins de vote. Donc ça, c'est important. J'ai le sentiment aussi, en partie grâce aux régulations européennes, qu'il y a un petit peu moins de désinformation, et en particulier de désinformation politique sur l'élection, etc., en France, qu'il y en a aux États-Unis et sans doute au Brésil. Donc il y a des petits éléments sur lesquels, si on veut empêcher ce genre de choses, il faut peut-être essayer de jouer de façon à ce que les choses restent à ce niveau en France, au lieu de déraper, comme ça a été le cas aux États-Unis et au Brésil. On parlait de complotisme, c'est aussi un des terreaux du bolsonarisme, évidemment au Brésil, il faut le rappeler. Oui, et en fait, les réseaux sociaux, il ne faut pas démoniser rien, ce sont des outils, mais évidemment, ça dépend de ce qu'on met dedans et de ce qu'on utilise. Ils ont un vrai rôle politique. Bolsonaro, en 2018, a été élu sans presque campagne électorale. Parce qu'il n'avait pas la télé, rien, il avait de soutien. Donc, en fait, sa mobilisation
c'était la mobilisation de sa base s'est donnée sur les réseaux sociaux. Et sa base a continué à se mobiliser sur les réseaux sociaux, mais de façon de plus en plus bizarre, pas seulement extrémiste, avec des choses vraiment du n'importe quoi, des théories de conspiration, comme aux États-Unis, comme Canon aux États-Unis, mais l'équivalent là-bas, et des choses que des gens rationnels disent, c'est pas possible. Mais non, ça a bien marché. Ouais. Et donc, il y a un processus de radicalisation. J'estime, à partir de certains sondages qui ont été faits, on peut calculer entre 20 et 25% de l'électorat brésilien qui aujourd'hui est bolsonariste dur. Et Bolsonaro a eu presque 50%. Donc la différence avec Lula, c'était très limité. Donc pour suivre toute la conspiration sur les résultats électoraux. Mais pas tous qui ont voté pour Bolsonaro sont des radicaux bolsonaristes. Sont pas prêts à faire l'invasion de la place de trois pouvoirs. Mais il y a entre 20 et 25% de l'électorat qui, oui, apparemment sont comme ça. Et c'est énorme. Ouais. Oui. C'est énorme. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les questions qu'on se pose sur la suite du mandat de Lula. Merci beaucoup. Ces 3 quarts d'heure sont passés à toute vitesse, ce qui est toujours bon signe. C'était passionnant de vous recevoir sur ce plateau. Je vais rappeler le titre de vos livres, Les États-Unis et la démocratie, publiés aux éditions L'Harmattan. Je les ai faits dans le désordre. Voilà. Et puis, La Nouvelle Internationale fasciste, c'est votre livre, Hugo Paletta. Merci encore d'être venu sur ce plateau.